Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous accueillir à ce webinaire-là. C'est intitulé Concevoir un scénario pédagogique dynamique à partir d'un document authentique. Du coup, parmi les objectifs de ce webinaire, sélectionner un document authentique adapté aux besoins des apprenants et aux objectifs pédagogiques visés, définir les objectifs d'apprentissage, connaître les étapes du scénario pédagogique et élaborer des activités interactives et variées. C'est un webinaire assez riche qui, bien sûr, sera animé par Madame Mona Morsen, professeure à l'université de Ain Shams, faculté des lettres. Je cède la place à Madame Mona et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'animer ce webinaire aujourd'hui et je remercie toutes les personnes présentes ici. Donc, notre webinaire aujourd'hui, c'est concevoir un scénario pédagogique dynamique à partir d'un document authentique. Et les objectifs, effectivement, seront distinguer la différence entre une séquence pédagogique, une séance pédagogique et un scénario pédagogique, connaître les étapes du scénario pédagogique, sélectionner un document authentique adapté aux besoins des apprenants et aux objectifs pédagogiques visés, définir les objectifs d'apprentissage et élaborer des activités interactives et variées. Donc, pour commencer, il faut d'abord parler de la perspective actionnelle. Donc, puisqu'on va parler de dynamisme en cours, puisqu'on va parler de documents authentiques, tout ceci est prôné par la perspective actionnelle qui considère l'apprenant comme un acteur social. Ça veut dire l'apprenant doit agir. Il ne doit pas seulement acquérir des compétences langagières, mais il doit agir pour réaliser des tâches dans un environnement donné, un environnement social. Cette perspective actionnelle, elle préconise le fait de mettre en fait les documents d'apprentissage au service de l'action. Les compétences d'apprentissage au service de l'action. Mettre la communication au service de l'action. Il faut réfléchir, les enseignants doivent réfléchir en fait. Qu'est-ce que mon apprenant doit être capable de faire? Comment il peut agir dans une situation donnée? Mais non plus réfléchir, qu'est-ce que je peux lui enseigner en matière de vocabulaire, de grammaire ou de compétences langagières uniquement. Et ceci, pour réaliser ceci, il faut toujours avoir une tâche finale. Donc, des exemples de tâches finales, ce sont des exemples d'activités qui peuvent être réalisés dans la vie quotidienne, dans des domaines variés, personnel, public, éducationnel et professionnel. J'ai sélectionné pour vous quelques exemples de tâches qui se trouvent dans des méthodes comme rond-point, comme l'attitude. Vous allez trouver qu'à chaque fois, l'apprenant doit réaliser quelque chose qui peut effectivement avoir lieu dans la vie de tous les jours. Placer des invités à un repas de mariage, organiser des vacances en groupe, élaborer un guide pour mieux vivre, sélectionner des candidats pour un emploi, organiser un programme d'activité pour accueillir une personne importante, donner des informations par courriel et des conseils à un ami qui veut voyager. Donc, ce sont des tâches de la vie quotidienne qui nécessitent, pour être réalisées, de connaître, d'acquérir des compétences variées et non pas seulement des compétences langagières, lexicales ou linguistiques. Donc, pour faire ceci, on peut se poser la question, comment l'enseignant peut-il impliquer l'apprenant dans son apprentissage? Comment l'enseignant peut-il animer des séquences pédagogiques dans une perspective de type actionnel? Comment l'enseignant peut-il développer la dynamique du groupe et favoriser la motivation de ses apprenants? Je vous donne un exemple de tâche fine pour répondre à ces questions. Imaginons qu'on a un groupe d'adolescents de niveau A2 et la tâche finale qu'ils doivent réaliser,
c'est préparer une recette originale pour la présenter aux camarades francophones lors d'une soirée internationale. Pour réaliser cette tâche, il faut d'abord que l'enseignant se demande quelles sont les compétences nécessaires que mon apprenant doit maîtriser pour pouvoir réaliser cette tâche. À savoir, l'enseignant doit d'abord connaître les objectifs pédagogiques. Pour cette tâche, on a des objectifs pédagogiques qui vont être déclinés en compétences pragmatiques, compétences linguistiques, compétences sociolinguistiques et compétences interculturelles. Donc, par exemple, parmi les exemples de compétences pragmatiques, l'apprenant devra pouvoir présenter une recette simple, expliquer les étapes de préparation, décrire les ingrédients et des saveurs, répondre à des questions simples sur un plat. Les compétences linguistiques, lexicales, grammaticales et phonétiques. Donc, il doit être en mesure de connaître les aliments et les ingrédients, les ustensiles de cuisine, les quantités et les mesures, les goûts et les saveurs, connaître l'impératif pour donner des instructions, les connecteurs, les expressions de quantité, bien prononcer l'intonation pendant la présentation orale, adapter son discours pour que ça soit adapté au registre, adapter son registre de langue et adapter son discours pour pouvoir parler à ses camarades, pouvoir répondre à des questions, interagir. Et les compétences, bien sûr, interculturelles qui sont très importantes et que le professeur doit aussi prendre en compte pendant l'élaboration de son cours, c'est découvrir les spécialités culinaires d'autres pays, de différents pays, valoriser la diversité culturelle du groupe, comprendre le rôle de la cuisine comme élément du patrimoine culturel. Bien sûr, le professeur ne pourra pas enseigner tout ceci en une seule séance. Donc, on se pose la question, quelle est la différence entre une séquence pédagogique, une séance pédagogique et un scénario pédagogique? La séquence pédagogique, c'est l'ensemble de séances articulées entre elles et organisées autour de plusieurs activités qui permettront d'atteindre les objectifs fixés par un programme ou qui permettront aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser cette tâche finale. Donc, cette tâche finale que je viens de vous montrer, c'est une tâche finale qui vient à la fin d'une séquence pédagogique. Pour pouvoir la réaliser, il faudra diviser notre séquence pédagogique en plusieurs séances. La séance, c'est la période d'enseignement qui vise un objectif d'apprentissage fixé à son propre thème. Bien sûr, elle est mesurée par une durée précise, la durée d'un cours, par exemple, que vous allez avoir, 1 heure, 45 minutes, 2 heures, le nombre de séances en fonction de votre contexte. Cette séance va faire progresser les apprenants petit à petit jusqu'à ce qu'ils puissent maîtriser les compétences visées par toute la séquence. Donc, si je veux maintenant décliner notre séquence pédagogique, pardon, en plusieurs séances, donc, cette tâche qu'on vient de voir, c'est une tâche, comme on l'a dit, c'est une tâche finale de séquence pédagogique. Faire découvrir une spécialité culinaire. On va la répartir en plusieurs séances. Par exemple, séance 1, découvrir le vocabulaire des aliments et des recettes. Ça sera notre objectif pédagogique pour ce cours. Séance 2, comprendre les recettes simples et repérer les étapes de préparation. Séance 3, travailler l'impératif et les expressions de quantité. Présenter oralement un plat et décrire ses caractéristiques pour la séance 4. Séance 5, ce sera la préparation de la tâche finale, la présentation maintenant de cette recette lors de la soirée internationale. Maintenant, pour que chaque séance soit réussie, il faut avoir recours à un scénario pédagogique. Le scénario pédagogique, c'est la manière avec laquelle vous allez structurer chaque séance. Donc, pour chaque séance, ce n'est pas une suite d'activités qui se suivent sans lien. Non.
Il faut un déroulement clair pour assurer la cohérence de votre séance, pour que votre apprenant puisse vraiment acquérir les compétences nécessaires. Il faut un fil conducteur qui lie les activités les unes aux autres pour pouvoir arriver à la tâche finale. Tâche finale de la séquence, mais aussi la tâche finale de la séance, ce qu'on va voir à la fin de ce webinaire. Donc, si je veux maintenant choisir une séance parmi celles qu'on a montrées, par exemple, j'ai sélectionné la séance 2. Ça sera comprendre des recettes simples et repérer les étapes de préparation. On doit déterminer qui est le public, un public d'adolescents, quel est le niveau de mon public, c'est un groupe de niveau A2, quelle est la durée de ma séance, on va dire 60 minutes, et le thème, bien sûr, ce sera la cuisine et les recettes. Pour cette séance, je vais déterminer quels sont les objectifs pédagogiques de ma séance. Compétences pragmatiques, compétences linguistiques, compétences sociolinguistiques et compétences interculturelles. Il y a une petite erreur ici, je vais la rectifier à la fin du webinaire, désolée. Donc la compétence pragmatique sera donner des consignes simples pour réaliser la recette. Les compétences linguistiques, c'est le lexique. On va travailler le lexique de cuisine, des ustensiles et des ingrédients. La grammaire, on va reconnaître l'infinitif pour donner des instructions. Les compétences sociolinguistiques, ça sera interagir de manière appropriée autour de la cuisine. Et la compétence interculturelle, c'est découvrir la recette d'un pays francophone. On ne peut pas maintenant travailler sans un document déclencheur. Et le document déclencheur, pour que ça soit vraiment réussi et dynamique et adapté à la perspective actionnelle prônée par le CSRL, il faut choisir un document déclencheur authentique. Ce document déclencheur authentique, c'est le document qui va servir de support pour que je puisse travailler et faire mes activités. Donc, pour bien choisir mon document authentique, je dois d'abord me poser la question, quels sont les objectifs pédagogiques de ma séance pour pouvoir choisir le document authentique adapté. Je vais me poser la question, quels sont les objectifs pragmatiques, linguistiques, sociolinguistiques, interculturels que je vais travailler avec ce document. Pour choisir le document, je dois choisir un document intéressant pour le public. Je dois choisir un document lisible, clair. Je dois choisir un document qui ne soit pas trop long. Il vaut mieux choisir un document qui soit coloré, par exemple, qui soit animé, voilà, pour susciter l'intérêt et l'attention des apprenants. Et bien sûr, puisqu'on dit un document authentique, il vaut mieux choisir un document qui ne soit pas trop daté. Mieux choisir un document récent. Sauf si c'est un autre contexte, on travaille d'autres, par exemple, disciplines, où on a d'autres objectifs où le fait de choisir un document daté sera nécessaire pour aboutir à mes objectifs. Mais généralement, dans un cours de FLE, moins c'est daté, plus c'est efficace. Ces documents déclencheurs, ça peut être un extrait, par exemple, littéraire, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être une chanson, ça peut être un extrait d'un film, ça peut être une publicité, voilà. Maintenant, comment je vais réaliser mon scénario pédagogique? On va dire que ce scénario pédagogique, pour le cours, par exemple, de la séance qu'on vient de voir, le scénario pédagogique, c'est une architecture en 3 temps. On va, pour pouvoir euh, arriver à une continuité logique qui va favoriser aussi l'autonomie des apprenants. Donc, on va dire qu'on va faire un travail divisé en 3 temps, introduction, développement et conclusion. L'introduction, ce sera la première partie qui rappelle les objectifs de la séance, qui active les connaissances déjà acquises. Par exemple, là, j'ai choisi la séance 2, ça veut dire qu'il y avait déjà une séance 1, déjà travaillée avec mes apprenants.
Je réactive les connaissances déjà actives, qu'est-ce qu'ils ont déjà appris. Je prépare l'apprenant aux nouvelles connaissances de la séance 2. Cette étape, elle a pour objectif de motiver les apprenants, d'attirer leur attention. Développement, on va dire, c'est le cœur de la séance. C'est le moment où vraiment on va travailler les contenus linguistiques. Mais le professeur, pour dynamiser les apprenants, pour responsabiliser les apprenants, il ne va pas suivre un cours traditionnel où c'est lui qui va venir dire la règle, écrire la règle de grammaire par exemple au tableau ou donner la réponse tout de suite aux apprenants et demander aux apprenants après de faire des activités. Non, il faut faire l'inverse. Il faut que les apprenants réfléchissent, analysent, observent d'abord, réfléchissent, analysent et qu'ils essayent par eux-mêmes de comprendre le fonctionnement de la langue, de réussir à trouver la règle. Et après, le professeur guide, oriente pour arriver à une meilleure rédaction ou compréhension du fonctionnement de la langue. Et la conclusion, ça va servir à ancrer l'apprentissage. Ça veut dire, il faut que l'apprenant réinvestisse, d'accord, et qu'il se mette à produire pour fixer ce qu'il vient d'apprendre. Donc, si je résume ça en mentionnant les étapes du scénario pédagogique, on va dire que le scénario pédagogique se divise en trois parties. D'abord, l'étape de la compréhension. L'étape, on va dire l'intro. Étape 2, développement, c'est l'étape du travail sur la langue. Et la conclusion, on va dire, c'est l'étape d'expression. L'étape de compréhension, elle est divisée en trois phases. Anticipation, compréhension globale, compréhension détaillée. Travail sur la langue, repérage, deux phases, repérage, conceptualisation. Et étape d'expression, deux phases, systématisation et production écrite ou orale. C'est la tâche finale. Tout d'abord, l'étape de la compréhension, comme on vient de le dire, elle est divisée en trois parties. Anticipation ou mise en route, compréhension globale et compréhension détaillée. Avec un document, comme on l'a dit, authentique, déclencheur, adapté au niveau des apprenants, adapté au goût des apprenants et pertinent parce qu'il répond aux objectifs pédagogiques que j'ai déjà fixés pour mon cours, pour ma séance. Donc, si le document est audiovisuel ou une piste audio, on va parler de compétences de compréhension orale. Bien sûr, si le document est écrit, on va parler de compréhension écrite. Comment on va démarrer cette première partie? Je vous montre d'abord comment faire une anticipation. L'anticipation, c'est un moment qui ne prend pas beaucoup de temps. On va dire c'est le début du cours. Voilà, c'est 5 minutes, 10 minutes maximum. L'objectif, c'est de faire un remue-ménage. Un remue-ménage à travers un mot-clé. Vous notez un mot sur le tableau, vous demandez à vos apprenants de noter ce qui leur vient à l'esprit en voyant ce mot. Vous mettez une image, projetez une image et vous demandez à vos apprenants à quoi ils pensent, qu'est-ce que c'est, et vous commencez à noter, ils commencent à parler. Ça peut être une image fixe d'une vidéo ou une vidéo sans le son. Ça peut être le titre seulement d'un document. Voilà. Cette étape, on la commence sans introduire le document. C'est vraiment un travail qui se fait avant la lecture, avant le visionnage. L'objectif, c'est, comme on a dit, sensibiliser les apprenants au thème qui va venir ou aux éléments que vous allez enseigner. Donc, vous n'entrez pas encore dans les détails du document. Vous ne leur demandez pas encore de lire le document ou de le voir en détail. L'objectif, en fait, c'est de laisser les apprenants émettre des hypothèses. C'est très important de les laisser faire ces hypothèses sur le contenu, sur ce qu'il va venir, sur ce que vous allez aborder. Et vous leur permettez de générer du vocabulaire. Donc, tous les mots qu'ils vont dire, toutes les phrases qu'ils vont dire, vous les notez au tableau. Ça vous servira d'outil par la suite pour
compléter votre cours. Et déjà, c'est une façon aussi pour réviser ce qu'ils ont déjà acquis, pour rectifier ce qu'ils ont déjà acquis. Et c'est un travail collectif qui peut se faire à l'oral. Donc, c'est un travail dynamique qui va susciter l'intérêt de tous les apprenants et tous les apprenants vont se mettre à parler, à dire quelque chose. Donc, déjà, vous attirez l'attention de vos apprenants en suscitant un peu, en faisant un peu de suspense. De quoi on va parler, qu'est-ce qui va s'agir. Par exemple, on va parler de cuisine avant de lire, avant de voir. Vous pouvez, là je vous ai mis plusieurs exemples pour la phase d'anticipation. C'est une production orale. Vous allez par exemple, on peut faire un travail en groupe avec le groupe classe, tout le monde peut parler, ou bien en binôme pour les laisser réfléchir d'abord. Et vous pouvez projeter des images, voilà, des fruits, des légumes, des plats, par exemple, et leur demander qu'est-ce que c'est, à quoi ça vous fait penser, leur poser des questions. Est-ce que vous allez et essayer d'ouvrir un petit peu vous-même le sujet en leur posant des questions. Est-ce que vous aimez aller au restaurant? Avec qui? Vous mangez où? Pour quelle occasion? Dans quel type de restaurant vous aimez aller? Est-ce que vous cuisinez? Quels sont vos plats préférés? Est-ce que vous connaissez le nom de ces fruits, de ces légumes? Qu'est-ce que vous aimez manger? Voilà, vous essayez de leur faire parler, mais aussi vous leur demandez de parler d'eux-mêmes. Le fait qu'ils s'expriment sur soi, c'est très motivant pour les apprenants. Ou bien, vous pouvez juste écrire le nom de la recette que vous allez travailler tout à l'heure et, par exemple, moi j'ai choisi le gratin dauphinois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez ce plat? Est-ce que vous l'avez déjà goûté? À votre avis, euh, est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Vous pouvez projeter la photo du plat et leur demander de deviner quels sont les ingrédients de ce plat. Les apprenants, bien sûr, en fonction de leur niveau, en fonction de leurs connaissances, ils vont vous proposer des mots, des réponses. Vous notez au tableau, s'il y a des erreurs lexicales, vous pouvez corriger. C'est l'occasion pour vous d'introduire, de corriger certains mots lexicaux, mais vous n'entrez pas vraiment de complet encore dans le thème de votre euh, séance. Je veux dire, vous n'entrez pas vraiment dans une explication, dans des détails. Non, vous recueillez seulement les informations et, comme je l'ai dit au départ, vous les laissez émettre des hypothèses. Ça peut être une vidéo. Et là, en fait, c'est une recette que j'ai tirée d'un site Marmiton. Donc, c'est un document authentique, c'est une vraie recette, vous allez bien voir. Il y a une vidéo en général. Vous pouvez aussi faire un arrêt sur l'image de la vidéo et poser les mêmes questions. Ensuite, deuxième étape maintenant, c'est la compréhension globale. Et comme le nom l'indique, global, ça veut dire aussi, ça reste général. Quel est l'objectif de la compréhension globale? C'est de vérifier les hypothèses. Vous laissez maintenant vos apprenants vérifier. Est-ce que ce qu'ils ont dit est juste ou faux? Est-ce que ce qu'ils ont deviné était correct ou pas? Donc, on est toujours dans le fait de les laisser euh, deviner pour susciter leur intérêt. Ce suspense-là, il les anime. Et c'est la première entrée dans le document. Donc là, on leur montre le document, ils le lisent, ils le voient, mais on pose des questions d'ordre général. Des questions ouvertes, qui, quoi ou comment, par exemple, des QCM aussi générales, des associations sur des choses, voilà, aussi des images, des informations qui sont présentes dans le document. Exemple, voilà, première lecture du document, la recette du gratin dauphinois. Donc, sur le site internet, on a la préparation, les ingrédients avec les images, on a les ustensiles de cuisine avec les photos, ce qui facilite aussi la compréhension et la mémorisation de vos apprenants. Et la suite, vous avez la préparation de la recette avec toutes les étapes et les informations nécessaires. Donc, ils vont voir ce document, ils vont effectuer une première lecture et vous allez leur poser des questions. En général, c'est nécessaire de mentionner ceci,
il faut toujours leur demander de lire les questions avant de voir le document. Ça, c'est important. Donc, vous donnez les questions d'abord, d'ordre général. Voilà, vous allez voir la recette. Ils lisent d'abord les questions et puis après, ils regardent la recette. Alors, quel est le titre de document? De quel type de document s'agit-il? Combien de personnes peuvent manger ce plat? Le plat est-il facile ou difficile à préparer? Combien de temps faut-il pour le préparer? Vous voyez, ce sont des informations vraiment qui ne sont pas encore dans les détails de la recette, mais vraiment des choses qui sont présentes, notées, des choses qui sont présentes, notées, voilà, à côté des photos. C'est facile à trouver sans effectuer une double réflexion, une réflexion approfondie, une lecture approfondie. Donc, ce travail, ils peuvent le faire individuellement et puis correction collective. Ça peut être un travail en binôme, puis correction collective. Vous pouvez demander à vos apprenants de répondre aux questions et puis comparer avec leurs camarades en binôme. Est-ce que vous avez trouvé les mêmes réponses ou pas? Vous laissez les apprenants aussi travailler entre eux. Ensuite vient l'étape de la compréhension détaillée. Compréhension détaillée, là comme le nom l'indique, détaillée, on va entrer un peu plus, voilà, on va cibler les détails du document. Et l'objectif ici, c'est de développer vraiment une compréhension plus fine du document. Donc là, ils vont lire, relire le document, mais toujours après avoir lu les questions d'abord, et ils doivent trouver les réponses. Activité, ça peut être des QCM, ça peut être des vrais ou faux avec justification, c'est des questions ouvertes toujours, ça peut être des puzzles, des associations, un tableau, en fonction bien sûr du document que vous avez sélectionné et de vos objectifs. Ça peut être une frise chronologique, des étiquettes, des images à regrouper, à associer. Donc, exemple, 15 minutes, et à chaque fois, bien sûr, en minutes, combien de temps on va passer pour faire cette activité. Donc, l'anticipation, on a dit 5 minutes. La compréhension globale, on va dire 10 minutes. Là, la compréhension détaillée, on va dire 10 minutes, 15 minutes. Le plus important, c'est de bien voir le temps de votre séance et bien diviser le temps, répartir le temps en fonction de la durée de votre séance. Donc, si moi, j'ai pensé à 60 minutes, la durée de ma séance, donc j'ai réparti en fonction de cette durée. Donc, je vais dire 15 minutes pour la compréhension écrite. Pardon, pour la compréhension détaillée. C'est un travail où on va faire travailler les compétences écrites, compréhension écrite parce qu'ils vont lire le texte, ils vont lire les questions, mais aussi production orale parce qu'ils vont répondre des vrais ou faux avec justifiant dans les détails. Il faut 2 kilos de pommes de terre, il faut du lait, on utilise un four, il faut du fromage, il faut de paille. Il faut qu'ils recherchent maintenant, repèrent les informations dans le document. Remettez les étapes de la recette dans le bon ordre. Vous allez mélanger les étapes de la recette et vous leur demandez de la mettre en note. Pour faire cette activité, vous pouvez bien sûr le faire euh, en découpant des petits bouts de papier et leur demander en groupe de remettre en ordre. Vous pouvez faire ceci en utilisant un écran interactif et ils vont à travers l'IA, ils peuvent associer. Donc, vous pouvez aussi dynamiser l'activité en faisant travailler les étudiants avec leurs propres mains. Et là, ça devient plus ludique aussi et plus intéressant que le fait de, voilà, faire des petites associations sur le cahier ou sur le livre. Ensuite, tout ça, comme on a dit, c'est la première étape qui vise à comprendre le document. C'est une compréhension du document authentique. On n'a pas encore commencé à travailler le côté linguistique. On ne va pas, c'est ce qu'il ne faut pas faire, on ne va pas entrer de plein pied comme ça, bonjour, et donner une règle de grammaire ou une fiche de vocabulaire et donner des activités aux apprenants. Non, on suscite d'abord leur intérêt vis-à-vis du thème. On commence à leur proposer des activités pour comprendre le document et on arrive à une compréhension qui se fait de manière progressive du global au détaillé. L'intérêt, c'est pas de faire une explication du mot à mot de tous les mots du texte, une traduction, donner des définitions de tous les mots du document, mais essayer de faire une compréhension progressive jusqu'à ce qu'ils comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Ensuite, on passe à la deuxième partie, qui est l'étape du travail sur la langue.
Et là, on a dit, elle est composée de deux phases. Deux phases, c'est la phase de repérage et la phase de conceptualisation. La phase de repérage, c'est très important, c'est le fait de laisser les apprenants découvrir, repérer du texte. Donc, l'objectif, c'est que ils regardent le document et ils retrouvent par eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on va découvrir. Donc, et là, on fait ce travail avec le même document déclencheur. On ne change pas le document. Donc, si on a déjà un document textuel, le texte, il est déjà là, comme la recette de cuisine qu'on vient de voir. Si on travaille avec une chanson ou une vidéo, travailler la compréhension orale, par exemple, cette étape-là, c'est cette étape-là où je vais leur donner la transcription. Donc, après, par exemple, si c'était un document déclencheur audiovisuel ou oral, il fallait faire toutes les activités de la première partie avec le son, sans voir la transcription, sans qu'il y ait de sous-titres. C'est à cette étape-là où je vais leur donner la transcription pour qu'ils puissent repérer. Et là, en fonction des objectifs pédagogiques, comme on l'a dit, on va leur demander de regarder et de faire une liste, par exemple, de termes. Si je vais travailler sur un élément lexical, je vais, par exemple, leur demander de souligner, de repérer de relever tout le lexique en rapport avec les ustensiles, repérer tout le lexique en rapport avec les ingrédients, euh, repérer les verbes. euh, Faire souligner, je leur demande de souligner, entourer, encadrer. Par exemple, si je travaille un nouveau temps grammatical, pas ici bien sûr, mais dans une autre séance, si mon objectif c'est de travailler par exemple le passé composé et c'est la première découverte du passé composé, je vais leur demander de voir le document écrit et d'encadrer toute la forme grammaticale nouvelle qu'ils viennent de voir. Hein, c'est composé de deux parties. Ils vont souligner, même s'ils ne comprennent pas encore, mais ils sont en train d'observer le document et ils sont en train de relever ce qui est nouveau. C'est une phrase très rapide. On ne va pas passer beaucoup de temps, on va dire 5 minutes. Ça peut se faire en binôme, ça peut se faire individuellement. L'objectif, c'est que les apprenants relèvent pour réfléchir sur ces éléments. Exemple. Voilà. Deux consignes pour la phase de repérage. Souligner tous les mots qui suivent les verbes de ce texte. Par exemple, si je veux travailler les verbes avec préposition. Donc, téléphoner à, rentrer de, écrire à. Repérer tous les verbes conjugués à une forme inconnue. Ils vont souligner. Voici un nouveau temps. Relever les verbes conjugués à ce temps. Entourer toutes les façons de donner un conseil. Que dit X quand il veut donner des conseils? Donc voilà, on demande aux apprenants de relever. Comme on a dit, c'est une phase assez rapide, on va dire 5 minutes. C'est de la compréhension écrite, ça peut être on travaille la compréhension écrite puisqu'ils lisent, et on peut dire qu'on travaille aussi la production orale parce qu'ils vont répondre de façon individuelle ou en binôme, il faut après avoir réfléchi en binôme, ou c'est tout le groupe classe qui va travailler. Vous pouvez leur demander de noter au tableau, vous pouvez leur demander voilà, de comparer ensemble, comme je l'ai dit, et ils réfléchissent. Par exemple, pour la séance qu'on est en train de travailler comme exemple, qu'on est en train de voir, entourer tous les verbes employés pour préparer la recette. Donc là, ils vont lire la recette et ils vont souligner tous les verbes pour faire la recette. Deuxième étape, c'est la conceptualisation. Qu'est-ce que ça veut dire la conceptualisation? Ça veut dire que les apprenants, après avoir eux-mêmes repéré les éléments linguistiques, ils vont faire un travail de réflexion et ils vont essayer de donner la règle du fonctionnement de la langue. Ils vont eux-mêmes essayer de découvrir pourquoi on a utilisé ça, comment on a conjugué. C'est, il faut vraiment que les apprenants fassent ce travail cognitif pour analyser le fonctionnement de la langue et pour qu'ils puissent donner une réponse. Donc,
On n'est plus dans le temps où c'est le professeur enseignant qui va venir donner la règle tout de suite, ou bien écrire la règle de grammaire au tableau, ou bien donner la liste de vocabulaire au tableau. Non, il faut vraiment faire l'inverse. Ce sont les apprenants en groupe qui vont comparer, comme on a dit, qui vont voir, remplir un tableau, et on leur donne une petite activité pour transformer, et ils observent les différentes façons de faire, de dire, et à travers ceci, ils vont proposer une explication. Ils vont proposer une règle. Ils vont proposer une liste de mots, un champ lexical. Et là, le professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va orienter les apprenants pour qu'ils puissent rectifier, s'il y a des erreurs bien sûr, pour qu'ils puissent rectifier leurs réponses et arriver à la réponse correcte. Donc, par exemple, cette démarche pour la conceptualisation, il vaut mieux la faire en groupe. On laisse les étudiants, les apprenants travailler ensemble, réfléchir ensemble. Donc, chaque groupe va réfléchir, va repérer. Je vais vous montrer les activités, il y a des petits tableaux à compléter, par exemple, essayer de faire des petites listes. Et là, ils vont essayer de constituer, par exemple, le règle de la fonctionnement de ce point grammatical nouveau. Ils vont mettre en commun, ils vont proposer leurs réponses, leur interprétation, et le professeur, il va relever, par exemple, il va noter sur le tableau les différentes règles qu'il a obtenues ou les différentes explications qu'il a obtenues, et il commence à les guider, comme j'ai dit, orienter pour qu'ils puissent arriver à la meilleure réponse possible, la réponse la plus correcte. Et cette règle, elle sera la règle validée par tout le groupe classe. Dans les manuels, voilà un exemple d'exercice que vous trouvez pour repérer et conceptualiser. Donc, vous avez un petit paragraphe, voilà, et à la fin, numéro B, vous avez dans ce texte, on utilise un temps nouveau. Cherchez et soulignez les verbes qui sont conjugués à ce temps. Comment est-ce qu'ils se forment? Donc, vous voyez, on demande aux apprenants de souligner, de repérer, d'observer le temps nouveau, et puis ils réfléchissent pour voir comment ils se forment. Un autre travail aussi de repérage et oui, de repérage et de conceptualisation. Par exemple, vous avez ici des phrases avec les pronoms. Les pronoms, ils sont écrits en gras. Et là, ils vont lire les phrases. Savez-vous ce qu'elles définissent? À quoi ça sert? Donc, ils regardent, ils observent, ils réfléchissent. Et puis, pour conceptualiser, pour trouver la règle, vous avez le tableau où ils doivent compléter par eux-mêmes ce tableau après un travail de réflexion pour arriver à comprendre le fonctionnement de la langue. Et étape finale, donc le travail du professeur vient vraiment à la fin pour donner une validation à ce que les apprenants ont relevé. Maintenant, avec le fait d'encourager le plurilinguisme aussi, on peut proposer aux apprenants s'il y a bien sûr des nationalités diverses, c'est plus intéressant encore s'il y a plusieurs nationalités, c'est de voir comment on fait la même chose dans sa langue d'origine. Donc, ça permet aussi aux apprenants de faire une réflexion sur le fonctionnement de leur propre langue aussi, et ceci aide à la mémorisation. Après, il y a l'étape d'expression. On a dit que l'étape d'expression est divisée en deux phases, l'étape de systématisation et l'étape de la production écrite et orale, ou orale, c'est la tâche finale. La systématisation, c'est quoi? La systématisation, ce sont les types d'activités qui permettent vraiment aux apprenants de fixer, d'ancrer les informations qu'ils viennent d'apprendre. Donc, par exemple, ils ont découvert une certaine règle grammaticale, ils ont découvert
un vocabulaire, un lexique. Donc, on va faire des activités qui servent à mémoriser ce temps verbal, la conjugaison par exemple, ou réutiliser ce lexique, le réemployer de façon spontanée dans le cadre d'une communication authentique. Donc, on va faire les deux. Il y a les activités un peu, on va dire classiques, mais qui sont encore très efficaces et que j'encourage jusqu'à maintenant. C'est les activités, par exemple, à trous, les exercices à trous, les questions-réponses, des tableaux, des... Et il y a aussi le côté que j'encourage aussi très vivement, c'est le côté ludique, où on va demander aux apprenants de faire des jeux de mime, des jeux de rôle, de faire des descriptions d'images. Mais l'intérêt, c'est de répéter vraiment de façon systématique, de façon répétitive, ce qu'ils viennent de découvrir, dans l'objectif vraiment de le mémoriser, de l'ancrer. Donc là, c'est un exemple d'un exercice de systématisation. Compléter les phrases en mettant les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont découvert, par exemple, ils viennent de découvrir le temps de l'impératif, ils ont vu le fonctionnement, ils ont découvert la règle de grammaire. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de répéter, répéter, de faire des conjugaisons pour réinvestir. Ah, un exemple, voilà pour notre séance. J'ai mis plusieurs activités. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, en fonction du temps de votre séance, là j'ai dit 15 minutes. Euh, Activité complétée en vous aidant de l'image. Vous mettez, si je veux travailler le côté linguistique, on a dit lexical, on a dit les ustensiles de cuisine, les ingrédients, le vocabulaire de la cuisine. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre des images et ils vont associer avec ces petites expressions. On leur demande de compléter. Une pensée de quoi? Vous pouvez mettre des images pour dynamiser un peu plus. Vous pouvez mettre une liste de mots. Ils doivent peut-être choisir de la liste de mots ou bien les laisser, voilà, deviner. Après avoir connu le, le lexique, l'avoir vu dans la recette, ils vont essayer de le euh, d'y réfléchir et de le noter. Donc, une pincée de quoi, un cuillerée de quoi, un paquet de quoi. Et remarquez que dans cette activité aussi, vous pouvez ajouter du vocabulaire nouveau qu'ils n'ont pas vu dans le document déclencheur. Et voilà, c'est l'occasion d'introduire euh, quelques mots nouveaux et ils le réutilisent pour que ce soit contextualisé. Donc, l'objectif aussi important, c'est que ça soit tout le temps contextualisé. Il ne suffit pas de donner une liste, voilà, comme ça aux apprenants et leur demander d'apprendre, par exemple, par cœur. Activité 2 pour travailler les verbes, par exemple, les verbes pour donner des instructions. Donc, et là, c'est le sens des verbes. Donc, vous allez leur demander d'associer pour connaître le temps. Et là, ils peuvent refaire un nouveau rejeter un coup d'œil sur le document déclencheur. Complétez la recette avec le lexique ci-dessous. Et là, vous mettez une nouvelle recette, par exemple, et vous leur demandez de compléter avec le vocabulaire adéquat. Vous pouvez mettre la liste de mots, ou vous pouvez ne pas la mettre et les laisser aussi introduire le vocabulaire. Mais moi, je préfère qu'on le met au moins pour la première séance. La séance prochaine, peut-être, on peut ne plus le mettre. Et activité 4, voilà, vous avez une autre recette et vous leur demandez de mettre les verbes au temps qui convient. Par exemple, là, on parle de recette de cuisine. Ils n'ont pas encore découvert l'imparfait, puisqu'on a dit que l'impératif, pardon, parce que l'impératif, on a dit qu'ils vont le découvrir dans la séance 3. Donc ici, ils ont déjà découvert qu'on utilise l'infinitif pour donner des instructions. Donc ils vont essayer de bien écrire le verbe ou de réfléchir. Vous voyez, c'est déjà mis à l'infinitif, qu'est-ce que je dois mettre? Si c'est la séance d'après, ils ont appris l'impératif. Donc, je vais introduire dans mes activités l'impératif et je vais leur demander de conjuguer au temps qui convient, à savoir l'impératif. On peut faire, pour dynamiser encore plus et rendre le cours vraiment intéressant et dynamique, on peut faire un jeu de mime en binôme. Par exemple, vous donnez des petites consignes. Euh, Vous battez les œufs,
vous mélangez la farine avec le lait et vous les notez. Et puis, en binôme, un candidat, en apprenant, lit la consigne à l'autre et l'autre essaye de mimer l'action à réaliser pour les autres. Et on peut faire un jeu, un groupe, le groupe classe, et on va voir quel binôme va réussir à trouver à mimer le maximum de consignes. Ça, c'est dynamique. Ça permet aux apprenants de reprendre, de mémoriser et de reprendre ce qu'ils viennent de découvrir. Et là, on va travailler le lexique et on va travailler la grammaire. On travaille euh, le thème ou bien, vous leur donnez des petites cartes, par exemple, en groupe. Des cartes avec des noms ou des cartes avec des images, les ingrédients, les verbes, les ustensiles. Et en groupe, vous leur demandez de construire, de faire une recette simple en utilisant d'abord, ensuite, puis enfin. Et là, vous introduisez aussi en bref, par exemple, les connecteurs qu'ils ont déjà vus dans la recette. Donc, ils vont essayer de faire sous forme d'étapes. Vous pouvez écrire étape 1, étape 2, étape 3. Vous pouvez leur demander d'imaginer une recette original, voilà quelque chose. Et à eux, en fonction des éléments qu'ils ont sur les petites cartes, de se débrouiller et de trouver une recette. Donc ça peut être drôle aussi parce qu'ils vont réfléchir à des choses auxquelles ils n'avaient pas peut-être pensé au départ. Et finalement, et cette étape, elle est très importante, c'est l'étape de production. Donc après avoir découvert les éléments nouveaux. Après s'être entraîné pour mémoriser ces éléments nouveaux, ils doivent maintenant produire quelque chose. Ça veut dire s'entraîner à interagir oralement dans un contexte. Et rappelez-vous, ça doit être une tâche. Il vaut mieux que ça soit une tâche pour répondre à la perspective actionnelle. Donc, il faut que ça soit un travail contextualisé, quelque chose que l'apprenant peut réellement faire dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, à l'oral et aussi à l'écrit. Donc, production orale et production écrite. Et à quoi ça sert? Ça sert maintenant à produire, comme on vient de le dire, mais aussi ça sert au professeur d'évaluer est-ce que les apprenants ont vraiment acquis ces compétences ou pas. Et quand je dis évaluer, ça ne veut pas dire noter, hein, c'est pas un examen. Évaluer ici, c'est dans le sens où l'enseignant, il va voir si les apprenants ont vraiment compris ou est-ce qu'il y a encore des lacunes à combler. Et c'est ce qu'il va faire, par exemple, dans la séance prochaine. Il va réfléchir sur le cours prochain et il va essayer de combler ses lacunes. C'est la typologie des activités orales ou la typologie des activités écrites. On va voir des exemples, mais attention, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les tâches finales sont toujours des productions. Mais toutes les productions ne sont pas des tâches finales. Ça veut dire, si je demande à mon étudiant une tâche, par exemple une consigne, je donne à mon étudiant une consigne de production, mais que c'est pas vraiment une tâche, c'est pas quelque chose qui va être réalisé dans un cadre social, c'est pas quelque chose qui existe vraiment dans la vie de tous les jours, donc c'est plus une tâche. Il faut vraiment que pour faire une tâche, comme on l'a vu au départ, que ça soit quelque chose qui répond à plusieurs critères et qui soit réalisable dans la vie de tous les jours. Exemple, maintenant, pour avoir les exemples, euh, euh, petite, un petit aliment ajouté. Pour la production orale, qu'est-ce qu'on va évaluer, bien sûr?
Et on va évaluer le côté rythmique, bien sûr en fonction du niveau des apprenants et en fonction des objectifs et des critères d'évaluation, etc. Mais voilà, c'est le rythme, la prosodie, l'intonation, l'articulation, le côté gestuel, d'accord? Par exemple, pour un niveau B1, sa capacité à gérer l'imprévu, comment il réagit en temps réel, pour la production écrite, on va prendre en considération la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, etc., le réemploi la cohésion et la cohérence. Bien sûr, l'évaluation va varier en fonction, bien sûr, des objectifs et du niveau. Production écrite, par exemple. Ça peut être une consigne que vous allez donner pendant votre cours, pendant votre séance. Vous laissez aux apprenants le temps de l'écrire de façon individuelle et de la présenter, par exemple. Vous la présentez, ou bien vous pouvez la donner comme devoir, donc sur un blog astronomique. Vous partagez votre recette préférée, vous rédigez la recette, vous précisez les ingrédients, les quantités et les ustensiles nécessaires. Donc, vous donnez une production à à vos apprenants, mais en essayant de la contextualiser pour que ça soit quelque chose qu'ils puissent vraiment réaliser dans la vie de tous les jours. Et pour aller plus loin, je vous ai sélectionné quelques liens en rapport avec le thème de la gastronomie. Et sur le site TV5 Monde aussi, j'aimerais attirer votre attention sur ça. Il y a beaucoup de fiches pédagogiques et de documents assez intéressants qui parlent aussi de la gastronomie. Je vous ai mis, il y a le site Marmiton qui est très intéressant pour trouver des recettes si vous voulez parler du thème de la gastronomie. Il y a des événements qui vont avoir lieu, par exemple, comme le village international de la gastronomie qui va avoir lieu à Paris en novembre. C'est un site internet, vous pouvez y aller et trouver des sources authentiques assez intéressantes. Il y a des chansons. Vous pouvez trouver aussi des chansons didactisées en rapport avec le thème et d'autres thèmes aussi sur le site TV5 Monde. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bon, merci Madame Mona pour la bonne animation de ce webinaire. Je vous invite à répondre à quelques questions. Je vais commencer par la question de Madame Rehab. Quelle est la différence entre le scénario pédagogique et la ressource pédagogique? La ressource, c'est le document, les documents que vous allez utiliser, d'accord, pendant le cours. Par exemple, les ressources, ça va être la chanson, c'est comme voilà, c'est le document. Donc, on utilise un document déclencheur, c'est le document sur lequel se base la séance. Se base pendant la séance, mais on peut aussi introduire d'autres ressources pour varier. Peut-être que vers la fin, je peux introduire un autre texte, c'est une ressource. Je peux introduire une chanson à la fin du cours. Vous voyez, c'est une ressource. Donc la séance, pardon, le scénario, c'est tout le déroulement que vous allez faire. C'est la démarche que vous allez suivre pour lier les activités ensemble pour faire une progression. La ressource, c'est les documents. Voilà, merci. Et une autre question, c'est que je trouve intéressante. Comment gérer l'hétérogénéité des apprenants dans ce type d'activité? Alors, ça, c'est une question très intéressante, effectivement. Alors, l'hétérogénéité, vous allez recourir à une pédagogie différenciée. Ça veut dire que dans ce cas, vous allez ou bien utiliser plusieurs documents et vous allez donner le document de niveau avancé au groupe qui a un niveau avancé et le document assez simple pour le groupe et qui a un niveau un peu débutant et vous leur demandez chacun de travailler sur un document et puis après ils mettent en commun. Ou bien vous faites une forme de progression dans les questions elles-mêmes. Ça veut dire, vous allez comme dans les questions, comme on a vu, à chaque fois dans les activités, vous allez mettre trois, par exemple, activités pour le niveau A2 et trois activités pour le niveau B1. Et là, vous allez former vous-même les groupes. Vous allez laisser les apprenants de niveau A2 faire.
par exemple, les activités de niveau A2 et les apprenants de niveau B1 faire les activités de niveau B1 sans mentionner des noms, sans leur dire qui va faire quoi. Vous les laissez, chacun va trouver des questions pour répondre et là, ça va les motiver davantage parce que ils vont trouver une capacité à répondre. Ceux du niveau A2 vont pouvoir répondre, ceux du niveau B1 vont pouvoir répondre. Ou bien, vous faites des questions, voilà, variées, avec des documents variés, et vous mettez en groupe et vous laissez les personnes qui ont un niveau avancé aider les personnes qui ont un niveau moins avancé. Donc, ils travaillent en groupe. Vous mettez un apprenant de niveau A2 avec un apprenant de niveau B1 et ils travaillent ensemble. Voilà, donc vous essayez de gérer cette hétérogénéité sans embarrasser les apprenants et sans laisser les apprenants ne rien faire. Que ce soit les niveaux débutants, ils restent euh, frustrés, soit laisser les niveaux avancés ennuyés. Donc, vous donnez à chaque apprenant la consigne adaptée à son niveau, mais à condition que tout le monde puisse travailler ensemble, en groupe. Voilà. Voilà, merci. La dernière Peut-être qu'on pourra question, faire un c'est autre comment on webinaire sur pourrait ça. adapter ces scénarios à une classe en ligne? Oui, très intéressant. Donc, ça sera la même chose comme vous le faites en présentiel, mais en recourant au travail qu'on fait en ligne. Ça veut dire que vous allez utiliser, là, le fil conducteur reste le même, le scénario pédagogique reste le même. On commence toujours par la phase d'anticipation, compréhension globale, compréhension détaillée, systématisation, conceptualisation, repérage, conceptualisation, systématisation et production. Mais vous pouvez maintenant voir recours, par exemple, à l'IA faire des exercices de caout, leur donner, faire des salles pour travailler en groupe, et vous, bien sûr, vous passez d'une salle à l'autre. Ça veut dire que vous allez garder le même scénario, mais vous allez adapter en fonction d'un travail qui se fait en ligne en utilisant, par exemple, des ressources qui se trouvent déjà en ligne, des sites interactifs, voilà. Il y a des documents aussi audiovisuels que vous pouvez trouver très intéressants en ligne et des choses adaptées. Par exemple, je pense toujours à TV5 Monde, mais vous allez trouver voilà, des vidéos, des fiches pédagogiques déjà en ligne. D'accord. Moi, je recourrais dans ce cas vraiment à des exercices que je pourrais faire euh, grâce à l'IA. Bon, très bien. Merci, Madame Mona. Et voilà, ça c'était la dernière question pour ce webinaire. Je vous remercie énormément pour la bonne animation. Je remercie tout le monde pour avoir participé au webinaire. Je vous rappelle aussi du concours IF Prof. N'hésitez pas à bien lire la fiche concours et de commencer à stocker vos attestations et aussi à faire des ressources qui seraient peut-être labellisées et de collecter les jetons pour augmenter vos chances de réussite et de gagner 2 bourses d'excellence au Cavilam. Et vous avez voilà presque 2 mois pour faire cela. Alors je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et on remercie encore une fois Madame Merci. Mona. C'est moi qui vous Et remercie au vraiment. Merci pour revoir. l'invitation, pour la confiance et merci à tout le monde. Au Merci, au revoir. revoir. Bye.